Je passerai donc la parole à Danielle Coenga Oliveira. Danielle est une féministe américaine d'origine brésilienne. Elle est chargée de cours et candidate au doctorat en sciences politiques et études féministes à l'Université de Montréal. Dans le cadre de sa thèse doctorale, à partir d'une perspective décoloniale latino-américaine, elle se penche sur les rapports entre les politiques anti-genre et antiféministes et la démocratie au Brésil. Elle est aussi directrice régionale de l'organisation féministe antiraciste, je suis désolée pour mon accent, mais Fondation Luvo, Canada, Colombie, Brésil, est titulaire d'une maîtrise en psychologie sociale de l'Université de Brasilia et d'une maîtrise en études internationales de l'Université de Montréal. Sa présentation s'intitule « L'intersection entre l'antiféminisme et le racisme, réflexion sur les politiques anti-genre dans les Suds globaux ». À toi, Danielle. Alors, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Bon, c'est ça. Aujourd'hui, je vais présenter, comme Alessandra l'a dit, je ne vais pas encore me présenter, juste remercier les fonds de recherche grâce à qui je peux être là aux études encore dans les RECEF. Alors, merci pour les bourses de rédaction et les bourses d'études aussi. Prochain slide. Alors, la présentation que je vais faire aujourd'hui, qui le titre est « L'intersection entre l'antiféminisme et le racisme, réflexion sur les politiques anti-genre ». Ils font partie de ma thèse de doctorat, c'est un peu plus large, qui porte sur les rapports entre les processus de recul démocratique et les politiques anti-genre au Brésil. Alors, tout ça en considérant que je travaille sur le Brésil, considérant l'histoire des violences et de la colonisation et des hiérarchies indissociables de genre, de race, de classe, d'orientation sexuelle. Alors, tout ça pour dire que dans plusieurs études anti-genre, comme Iba vient de mentionner, on a un gros discours transnational et un gros discours en commun. Mais ma question, c'est comment analyser ça dans ces pays marqués par la violence. On a quand même plus de 350 ans d'esclavage, une histoire de dictature, une histoire récente de destitution de pouvoir d'une femme et un gouvernement d'extrême droite qui, heureusement, ça finit bientôt. Et c'est pour ça, je pense que quand j'ai fait ma proposition, j'étais trop motivée. Je dis, je vais parler des Suds globaux, mais quelle prétention. Alors, aujourd'hui, je vais parler du Brésil. Mais je pense que parler du Brésil, ça nous donne des pistes de réflexion pour penser à d'autres contextes, qu'il y a une histoire de colonisation aussi violente, mais qu'il y a une histoire aussi de négation du racisme structurel. Alors, on peut parler d'autres pays, des Suds globaux, on peut parler spécifiquement de l'Amérique latine, mais aussi pour le Québec. Je pense que ça peut donner des pistes de réflexion pour analyser l'articulation entre l'antiféminisme et le racisme. Prochain slide, s'il te plaît. Donc, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, ça va être de réfléchir à l'articulation entre antiféminisme et antiracisme. Là, je vais partir des analyses préliminaires que je fais pour ma recherche de doctorale qui portent sur les projets de loi anti-genre présentés à l'intérieur du Congrès national brésilien. Alors, je vais travailler, les analyses que je présente aujourd'hui, elles sont issues de l'analyse de 117 projets de loi. Alors, tout ce que je vais dire, ce sont des propositions de députés à l'intérieur de l'État brésilien. C'est important de dire que le contexte, ça ne commence pas aujourd'hui, ça n'a pas commencé en 2019 avec Bolsonaro, le contexte anti-genre, mais plutôt en 2013 avec l'approbation du Plan national d'éducation. Et là, c'était le moment de discuter les lignes directrices politiques du Brésil pour les prochains 10 ans. Et c'est là où les combats, comme ils ont dit, les combats contre l'idéologie de genre, la terminologie de l'idéologie de genre, ça a commencé à l'intérieur de l'État.
Qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait ils ont réussi à enlever du plan national d'éducation ce qu'ils disaient de la terminologie de l'idéologie de genre, soit la promotion de l'égalité raciale, régionale, de genre et orientation sexuelle, et aussi la prévention à la discrimination raciale et en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Alors là, je trouvais vraiment intéressant parce que comment la terminologie de l'idéologie de genre, elle peut aussi enlever la promotion de l'égalité raciale. Et c'est de là que je pars pour la présentation d'aujourd'hui. Les prochains, s'il vous plaît. Et pour dire que, comme on a vu, le contexte de l'idéologie de genre, on peut la penser, comme on a fait en 2018, comme un dispositif politique antiféministe, qui, dans ce contexte, ça commence au Brésil en 2013-2014 avec les plans nationaux d'éducation. Mais après, en 2018, le discours de l'idéologie de genre a beaucoup été utilisé comme un outil politique dans les campagnes de Bolsonaro. Et après, dans les gouvernements de Bolsonaro, elle est devenue, l'idéologie de genre, elle est devenue un outil vraiment de construction des politiques de l'État. Et pas seulement avec Bolsonaro, le Brésil, c'est réparti en 3 pouvoirs. Alors, le pouvoir exécutif dans Bolsonaro, oui, les politiques de l'État, mais aussi dans les législatives, c'est ça dont je vais parler aujourd'hui. Les projets, si vous voulez, après, on peut revenir aux questions méthodologiques. Aujourd'hui, maintenant, je vais juste vous donner un regard général. Comme je dis, ce sont 117 projets de 2013 à 2022. Ils sont partagés comme 35% sont des projets anti-genre, spécifiquement anti-genre, 24% anti les droits des personnes LGBTQI+, et 40% anti-avortement. Ça, c'est intéressant de dire que 63% c'est après 2019. Alors, juste pour que vous puissiez regarder la montée, en 2018, on avait 8 projets de loi présentés. En 2019, ça a passé à 29. Alors, c'était vraiment une montée après le gouvernement d'extrême droite. Les prochains, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que je fais pour penser à l'articulation entre les racismes et l'antiféminisme dans ces politiques anti-genre? Je fais une recherche pour voir quels étaient les projets qui ont influencé, qui ont dirigé vraiment, qui ont eu un impact, qui auraient un impact, parce qu'ils ne sont pas encore approuvés, pas nécessairement. Alors, quels sont les projets qui auraient un impact par rapport aux questions raciales? Et moi, j'étais vraiment surprise que je n'ai trouvé que 6 projets de loi sur 117. Les prochains. Alors, je vais vous présenter un projet de loi spécifique, c'est le projet de loi 1859 de 2015. Bien, il est en portugais parce que je trouve que c'est très intéressant et pour moi, c'était étonnant quand même de voir dans un texte de loi tout ce qu'ils ont écrit. Alors, c'est en portugais, ne faites pas attention à la traduction, mais juste pour voir comment ces projets-là, il a été écrit. Alors, c'est un projet qui va traiter il vise à empêcher l'application de l'idéologie de genre, du terme genre et orientation sexuelle dans les politiques d'éducation. Alors, ce projet il est intéressant d'abord parce qu'il est signé par une quinzaine de députés de plusieurs partis différents, dont la plupart des partis liés à l'Église pentecôtiste. Au front évangélique du Congrès national. Alors ça, c'est une question intéressante. Et pour une quinzaine de personnes. Alors, ce n'est pas un projet de loi d'une personne seule. Et aussi, et principalement, parce que lui, ce projet, il va il va créer une histoire de l'idéologie du genre. Alors, juste pour commencer, ils vont commencer à rappeler que la protection de la famille, c'est une obligation de l'État, mais il est prévu dans notre Constitution de 88. Mais là, ils vont dire que même avant la Constitution, l'idéologie du genre, elle commençait déjà à être créée et à être promue.
Là, vous allez voir les noms. Alors, c'était dans les débuts des années 90 que Judith Butler, elle a écrit Gender Trouble. Et c'est là que le concept du genre, il est rentré d'une façon habile dans les organisations internationales. Alors, ils vont dire, ben, une fois qu'on était en train de discuter d'un état de droit au Brésil, les architectes de l'idéologie de genre, ils commençaient déjà à penser. Alors, voilà Judith Butler, quand elle a lancé Gender Trouble. Après, dans les organisations internationales, ça rentre dans la conférence de Beijing, comme Iba, elle nous a parlé. Après, l'idéologie de genre, elle a été reprise par les principes de Yogyakarta, qui parlent de l'application des droits LGBTQI dans les droits internationaux. Mais là, c'est intéressant, c'est la deuxième partie. Ils vont dire que cette idéologie, elle a fut construite pour vrai dans les années 80 par les mouvements féministes et marxistes qui voyaient dans les théories du genre une justification scientifique des thèses développées par Marx et Engels. Les prochains, s'il vous plaît. Alors là, ils vont citer Marx et Engels. Maintenant, ils vont dire, en fait, c'était qu'ils ont vu que la révolution communiste, elle avait besoin de détruire la famille. Et c'est pour ça qu'avec le travail de l'école de Francfort, de Kate Millett, ils ont repris les théories féministes pour créer un vrai outil de détruire la famille, soit l'idéologie de genre. Alors, vous pouvez voir qu'il y a tout un ton de conspiration, comme Iba nous a dit. Il y a un ton vraiment que c'était quelque chose fait exprès, que c'était un objectif vraiment. Ils vont citer Kate Millett, ils vont citer Butler. Une chose que j'ai trouvée intéressante, mais la question, c'est intéressant que même pas ils n'ont même pas reconnu le travail des féministes de faire tous les questionnements et les critiques des rapports de genre. On a juste seulement été utilisé pour reprendre les idées de Marx et Engels. Ça, c'est quelque chose. Et c'est là, après le travail de ces féministes, de l'école de Francfort, que les féministes, et aussi après, on va voir Butler et Firestone, elles ont créé l'idéologie du genre pour détruire la famille et finalement promouvoir la révolution socialiste. Les prochains, s'il vous plaît. Alors, tout ça, ils ont dit, ça se justifie pourquoi ils ont enlevé la terminologie de l'idéologie de genre des programmes de plan national d'éducation. Alors, il revient avec le plan national d'éducation. Et ce projet-là, il va montrer qu'en mettant tout dans les paquets de terminologie de l'idéologie de genre, ils vont enlever la promotion de l'égalité raciale, régionale, de genre et de l'orientation sexuelle. Alors, comme ces projets, ils montrent d'abord que les questionnements anti-genre dans les congrès nationaux, ils commencent avec un fort discours anti-féministe. Et les PL, les projets de loi, ils vont dire tout est idéologie. Alors, ça, c'est la motivation pour barrer, pour contrer toutes les propositions par rapport à l'égalité du genre et raciale aussi. Alors, les cinq autres projets, ils vont continuer dans la même ligne de pensée. Ils vont retirer, ils vont proposer d'enlever l'égalité raciale sous prétexte que c'est un langage idéologique, qu'ils sont contre les politiquement corrects ou qu'ils vont défendre la majorité, contre les privilèges ou la dictature de la minorité. Les prochains. Alors, tout ça, j'étais quand même étonnée des silences de données, mais comment ça se peut que de 117 projets, je trouve que 6, il y a un rapport spécifique avec les questions raciales. Et pour ça, je suis étonnée à Lélia Gonzalez, qui est une afroféministe brésilienne. Quand elle va parler de regarder les racismes, des spécificités des racismes latino-américains.
Alors, Lélia, elle va dire qu'il faut travailler, les Amériques, il faut travailler ensemble pour aller chercher et valoriser les héritages noirs et autochtones des Amériques, mais qu'il faut faire attention que le racisme aux États-Unis, principalement, c'est un racisme différent, c'est un racisme ouvert dû à la ségrégation, tout ça. Mais en Amérique latine, il y a une singularité de racisme qui sont propres à notre histoire de colonisation, où le racisme il a été utilisé comme un mécanisme pour renforcer, pour naturaliser la supériorité blanche et hétéropatriarcale. Alors, dans ces pays où on va parler beaucoup de métissage et on va utiliser ces théories d'assimilation raciale pour dire qu'en fait, il n'y a pas de racisme, on vit dans une démocratie raciale. Et c'est comme ça que j'ai décidé et c'est comme ça qu'Ilélia, elle va dire, il faut regarder par un racisme par dénégation. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire, en tant que dénégation, notre ladino-américanité, nos origines noires et autochtones, le racisme à la brésilienne s'y retourne justement contre ceux qui en sont les vivants témoignages, c'est-à-dire les Noirs, tout en disant qu'il ne les fait pas. Le Brésil serait le pays de la démocratie raciale. Alors, il y a des conséquences pour la population noire, tout en disant qu'on n'est pas raciste parce qu'on vit dans une démocratie raciale. Alors, ma proposition, c'est vraiment de penser l'articulation entre le racisme et l'antiféminisme dans les politiques anti-genre, en regardant les données pour penser l'impact des politiques, que ces politiques-là, elles pourraient causer dans la vie des personnes cibles. Alors, juste pour vous donner un aperçu général, les projets de loi, ils visent à criminaliser, à punir et à interdire. Presque 40%, c'est pour criminaliser, plus 20% pour interdire quelques droits. Alors, on va parler de criminaliser, punir, interdire par rapport à l'avortement. On va toucher aux femmes et aux personnes avec un utérus. On va parler de criminaliser l'idéologie de genre, l'endoctrinement, la christophobie, les processus de réassignation sexuelle et les non-sociales. Les non-sociales, alors tout ça, ce sont des propositions pour criminaliser ou punir ou interdire ces questions. Aussi pour annuler les droits des femmes cis et trans, la reconnaissance des droits LGBT et l'identité de genre. Et aussi pour défendre la liberté d'expression et l'enfant à naître et la vie et la famille. Les prochains, s'il vous plaît. Alors, c'est ça. C'est important de dire qu'avec tout ce qu'on a vu, nier les droits, criminaliser, punir dans un pays hiérarchisé par race, par classe, ça signifie que la subalternisation, l'essai de subalternisation et d'extermination volontaire des populations noires, autochtones, pauvres, féminines et marginalisées. Alors, les conséquences de ces politiques, elles auraient vraiment une conséquence dans la vie principalement de ces groupes cibles. Dans ce cas, ce que je propose pour faire l'articulation entre le racisme et l'antiféminisme, c'est d'abord penser par rapport au racisme par dénégation, c'est-à-dire une façon de nier et aussi de naturaliser une supériorité blanche, mais et de réaffirmer cette supériorité raciale et de classe. C'est impossible qu'on va parler toujours, principalement là je parle du contexte brésilien, mais dans les binômes race et classe, c'est pas possible d'enlever les côtés de classe de cette discussion. La plupart des personnes noires au Brésil et un peu partout ailleurs il y a une relation avec la classe. Alors, il faut le mettre. De penser aussi les politiques anti-genre comme un mécanisme de subalternisation des contrôles sociaux parce qu'elles posent des obstacles au combat contre les exclusions et la discrimination raciale. Mais aussi de penser en tant qu'épistémicide, on parle de l'extermination physique, on parle de l'extermination quand on ne reconnaît pas, par exemple, le droit à l'avortement. Et au Brésil, c'est toujours interdit. C'est un crime. C'est juste un 3 cas qu'on peut le faire, qu'on peut avoir recours au droit à l'avortement.
Sinon, c'est un crime. Les femmes, elles vont en prison. Et de plus en plus, comme je vous ai montré, elles ont des propositions pour enlever même déjà les droits acquis. Alors là, on va parler vraiment d'épistémicide et aussi c'est un des pays où la population LGBTQI elle est la plus tuée au monde. Alors, on a un niveau, si je ne me trompe pas, un assassinat de personnes LGBTQI, principalement les femmes trans, principalement les femmes trans noires et issues de Dubolier. Une femme à chaque un jour et demi. Alors, quand on va approuver, si on essaie d'approuver, si on approuve ces politiques-là, on parle d'un épistémicide symbolique, mais aussi une extermination physique en niant l'accès à ces droits. Alors, c'est ça ma proposition. J'ouvre la réflexion. Comme je dis, ce sont encore des analyses préliminaires et j'ai hâte de continuer le débat. Merci. Merci beaucoup, Danielle.